Je ne vais pas faire une présentation de l'holacratie technique avec le contenu technique. On l'a déjà fait. Louis vous fera passer une vidéo sur ce genre de webinaire. Je vais le prendre autrement et je vais venir mettre beaucoup plus de sens et puis d'histoire autour de ça. Et puis vous faire comprendre aussi pourquoi beaucoup de gens ont raison de dire que l'holacratie est très complexe et traite pas la question de l'humain parce que c'est la réalité. Et en même temps, l'holacratie a énormément de valeur. Ce que je vais vous faire, voilà, ce que je me propose de vous illustrer. Donc, surtout ne prenez absolument rien de ce que je vais dire pour argent comptant, puisque là, je vais m'écarter, je vais parler à propos de l'holacratie, mais je vais m'écarter de l'holacratie qui est juste une constitution, donc c'est juste un texte de l'holacratie. Donc, c'est difficile de parler de l'holacratie, en réalité, on ne peut pas vraiment. Et puis, du coup, je vais commencer par le début, moi, ce qui m'a amené à faire ce que je fais et à développer l'holacratie là depuis 12 ans et bien d'autres choses autour, parce que vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Mais j'ai toujours été fasciné par le fait que quand j'étais dans les entreprises, j'étais moins bien que moi. J'étais moins bien que moi au sens où je me sentais sous-utilisé et pas toujours utile. Et ce qui est vrai pour moi, donc s'il n'y avait que moi, ce ne serait pas très grave, mais ce qui est vrai pour moi était vrai pour tous les collègues que je regardais. Et quelle que soit la posture, je me rappelle quand j'étais président d'une filiale de Volkswagen, c'était mon dernier job avant de créer l'Institut de recherche d'où je vous parle aujourd'hui, eh bien, tous les membres du COMEX, dont j'avais recruté à peu près la moitié, étaient moins bien qu'eux. Et sur quoi je m'appuie pour dire ça? Tout simplement parce que je les connaissais en dehors. Je les connaissais en dehors et je voyais bien qu'ils étaient moins bien qu'eux. Il y a un truc qui se passe c'est comme si lorsqu'on traverse la membrane d'une entreprise, une entreprise, finalement, c'est un organisme vivant, et donc il y a une membrane, comme toutes les cellules, et dès que les personnes physiques traversent la membrane de l'entreprise, rentrent dans le contexte de l'entreprise, eh bien, elles sont d'une certaine façon amputées, handicapées d'un certain nombre de leurs capacités et de leurs ressources qu'elles utilisent naturellement dehors. Mais c'est vrai qu'en dehors de l'entreprise, avant de rentrer dans la membrane de l'entreprise, finalement, j'ai un cadre de liberté qui est extrêmement clair. Il y a un cadre. Il y a un cadre. Et le cadre, c'est le cadre des lois. Et à partir du moment où nous sommes dans un état de droit, il y a une constitution en France. Et donc, à partir du moment où je respecte les lois, eh bien, je suis libre de faire exactement ce que je veux. Donc, c'est bien parce qu'il y a un cadre. La cadre me définit ma zone de liberté et aussi mes zones de responsabilité. Et quand je rentre dans l'entreprise, en fait, ce cadre n'existe plus. En tout cas, de manière explicite. Et dans la plupart des entreprises, il n'y a pas de cadre véridique, à part peut-être une pyramide. Il y a un lien de subordination, donc un lien responsable hiérarchique, qui fait qu'effectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions qu'en dehors de l'entreprise. Pour moi, c'était comme une évidence, et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais comme une évidence qu'il y avait besoin de travailler sur le cadre. Et du coup, pour parler de ça, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, puis un autre ensuite. Je vais prendre un grand groupe, puis après, je parlerai aussi d'une petite entreprise. Comme ça, on aura un peu de tout, sachant que dans mon travail, j'adresse tout type d'entreprise, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur d'activité, quels que soient les statuts, y compris juridiques. J'entends, ça peut être des coopératives, ça peut être des associations, et pas qu'en France, aussi dans d'autres pays. Donc, mon propos s'applique à tout type d'entreprise. Dès qu'il y a un groupe d'individus, d'êtres humains, qui œuvrent dans le but d'une mission commune, d'un objectif commun, d'une raison d'être. Et du coup, je vais partir de cet exemple d'un CEO, donc un PDG d'un grand groupe. On dit CEO quand c'est un grand groupe, parce que c'est une société internationale. Bon, c'est une grosse société, hein, et on parle de plus de 100 000 collaborateurs. Et ce CEO d'un grand groupe vient d'arriver et il veut transformer la culture de l'entreprise. Vaste sujet. Transformer la culture de l'entreprise, qui existe depuis des dizaines, enfin plus de 100 ans en l'occurrence. Et donc, son leitmotiv, qu'il ne cesse de répéter à qui veut l'entendre, c'est qu'il faut que l'entreprise aille vers une culture de empowerment. Ils disent empowerment en français. Il n'y a pas vraiment la traduction en français. Vous allez voir qu'on va inventer un mot. Et puis accountability. Et c'est pareil. Donc, c'est deux mots anglais. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas la traduction littérale des deux. Accountability, ce serait une erreur de le traduire par responsabilité, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc, il voulait aller vers l'empowerment et l'accountability pour l'ensemble des plus de 100 000 collaborateurs. Et donc, on commence à travailler sur la notion d'empowerment et je lui fais tout d'abord remarquer, juste une remarque de bon sens, c'est tant que la direction ou le management continuera de vouloir empowerer les collaborateurs,
ils font exactement l'inverse de ce qu'ils veulent, puisqu'ils veulent en fait responsabiliser les collaborateurs. Comment voulez-vous qu'un collaborateur se sente responsable s'il a besoin de quelqu'un d'autre pour le rendre responsable? C'est QFD. Déjà, l'architecture ne colle pas. Et donc, la question, ce n'est pas comment le management ou comment la direction va empowerer, va responsabiliser les gens. Tous ceux qui partent avec certaines architectures partent exactement à l'envers. La question, et ça, j'ai découvert, et puis s'il y a des questions là-dessus, je serais ravi de creuser parce que j'ai plein d'exemples à donner. La question, c'est comment créer un environnement qui soit favorable à l'empuissancement des personnes par elles-mêmes. Comment créer un contexte dans l'entreprise, à l'intérieur de la membrane juridique de l'entreprise, pour créer un contexte dans lequel, explicite, on verra plus tard, mais créer un contexte, une structure, un environnement, une culture qui fasse que chacun puisse s'empuissancer. J'ai piqué ce mot, je trouve qu'il est vraiment, c'est-à-dire s'empuissancer, actualiser sa puissance à son rythme, s'il en a envie, bien sûr, sans ingérence, à son rythme. Donc, créer un environnement pour qu'il puisse s'empuissancer. Un peu comme en permaculture. J'ai un de mes enfants qui travaille dans la permaculture et j'ai été fasciné d'apprendre qu'en fait, il se fichait complètement, ce n'était pas le sujet, des fruits et des légumes. En fait, le focus, son attention principale, c'est sur le terrain. Il passe son temps à soigner la terre, il passe son temps à soigner le contexte, il passe son temps à soigner l'environnement. Et parce que l'environnement, le contexte, le terroir, le terrain est sain, alors les légumes et les fruits ils vont être magnifiques. C'est le principe là. C'est exactement la même chose. Je lui ai dit l'autre jour, on fait exactement le même métier, pas dans les mêmes champs. Moi, je suis dans le champ organisationnel, lui, il est dans les champs dehors et dans les serres aussi. Et du coup, voilà. Donc, on a travaillé là-dessus et du coup, on est venu sur la question de la structure. Je reviendrai juste un petit peu après sur la structure parce que c'est trop important. Puis en plus, j'ai vu qu'il y avait une question de Carole sur la question de la culture et de la structure, qui est un sujet vraiment passionnant. Et je vais juste adresser le deuxième terme, accountability. Vous vous rappelez, donc son leitmotiv, c'était empowerment, donc empuissancement maintenant, et accountability. Et accountability, il n'y a pas vraiment de traduction parce que quand vous regardez les traductions, on s'est traduit généralement soit par responsabilité, mais qui n'est pas une bonne traduction, soit par redevabilité, bon, qui a le mérite d'être plus clair, mais qui n'est pas très sexy comme mot. Du coup, on est un peu embêté avec ça, ce n'est pas très grave. Mais pour vous expliquer que accountability, ça n'a rien à voir avec la responsabilité, je vais prendre l'exemple de Sarah. On est dans une PME, c'est une petite entreprise, même pas une PME, une petite entreprise, on parle de 20-25 personnes. De cette entreprise, Sarah, elle est officiellement responsable. C'est écrit dans l'organigramme, elle est officiellement responsable. Je dis bien responsable, mais pas accountable. Elle est officiellement responsable de la newsletter, entre autres. Donc, elle produit les newsletters. Dans le domaine de cette activité, de cette entreprise, l'activité newsletter est vraiment importante. Il y a des dizaines de milliers, que dis-je, de clients qui reçoivent cette newsletter. Et donc, elle a un talent pour ça. Clairement, elle a un talent pour ça. Et elle écrit sa newsletter. Et quand elle écrit sa newsletter, une fois qu'elle l'a rédigée, elle l'envoie à son rédacteur en chef. Puisqu'il y a un rédacteur en chef, c'est normal qu'elle l'envoie à son rédacteur en chef, me direz-vous. Pourquoi? Pour validation. Ah, donc elle n'est pas complètement responsable puisqu'il y en a un qui valide. Donc déjà, on n'est plus sur le mot accountable. Accountable, ça veut dire qu'il n'y en a personne qui valide au-dessus de toi. Tu es vraiment responsable, avec un grand R. Là, tu n'es pas responsable en fait. Tu es responsable de travailler sur un projet qui va être validé par quelqu'un d'autre qui en réalité est responsable, puisque c'est celui qui valide. La notion de responsabilité, c'est la notion d'autorité. Donc, celui qui a autorité, finalement, même si c'est Sarah qui bosse, celui qui a autorité, in fine, c'est le rédacteur en chef. D'ailleurs, il ne se gêne pas. Et quand il reçoit la newsletter, ben, il la lit et puis il apporte des modifications. Lesquelles? Celles qu'il juge utiles. Est-ce qu'il est aussi compétent que Sarah? L'histoire le dira après. Et souvent, les modifications apportées par le rédacteur en chef, qui est comme c'est une petite entreprise, qui est aussi le chef d'entreprise, le dirigeant, souvent les modifications sont assez significatives, voire très significatives. Maintenant, mettez-vous dans la posture, faites un effort d'empathie, mettez-vous dans la posture, dans les baskets de Sarah. Je dis dans les baskets parce qu'il se trouve qu'elle en pense souvent. Mettez-vous dans les baskets de Sarah et mettez-vous à sa place. Semaine après semaine, newsletter après newsletter, elle met de l'énergie dans sa newsletter et elle voit que sa newsletter est modifiée, et parfois de façon très significative. Mettez-vous dans sa place. Je ne vous fais pas un dessin. Est-ce qu'elle se sent responsable de sa newsletter, entre nous? Mais évidemment que non. Et plus le temps passe, plus elle est dégoûtée. Parce qu'elle était fière de son travail. Son travail est touché. Moi, je sais très bien ce que c'est, parce que souvent, j'écris. Et donc, petit à petit, donc, elle n'était pas responsable. Arrêtons de se raconter des histoires. En réalité, elle ne l'était pas. Et petit à petit, en plus, non seulement elle ne l'était pas, mais elle se déresponsabilise. Elle ne se sent pas utilisée à sa valeur.
elle se sent moins bien qu'elle. Et l'exemple de Sarah, me dit-on, je raconte souvent, il est assez parlant. Dès qu'il y a un système de validation, il n'y a pas de responsabilité par définition. Et il y a souvent des systèmes de validation par réflexe ou parce qu'il y a un lien de subordination inhérent au contrat de travail. C'est vrai que Sarah, bon, elle est salariée, il n'y a pas qu'elle, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu. À partir du moment où elle est salariée, elle a signé un contrat de travail. Dans ce contrat de travail, il y a 3 choses. Il y a évidemment le job qu'elle est censée faire, la rémunération qu'elle va recevoir et un lien de subordination qui n'est pas écrit directement dans le contrat de travail en général, mais qui est inhérent au contrat de travail. Je vous renvoie au, au droit du travail qui explicite bien que un contrat de travail induit un lien de subordination et donc la personne qui signe le contrat, l'employé, accepte en signant d'exécuter les directives qui lui sont fournies par son responsable hiérarchique, par son supérieur hiérarchique. Et tous les mots que j'utilise, j'ai bien conscience qu'ils ne sont pas sexy, mais c'est la réalité du droit du travail aujourd'hui au moment où je vous parle. On revient à notre histoire de Sarah. Et puis, ils décident d'adopter Holacracy. Et avant de lancer, si vous voulez, la pratique de l'holacratie, il y a un peu de travail préparatoire et notamment, il y a besoin de traduire l'ensemble des activités d'entreprise sous forme de rôle et de cercle. Et du coup, on encode un rôle newsletter, je ne sais plus comment on l'appelle, enfin peu importe, newsletter avec la définition, la raison d'être, les redevabilités, les domaines, etc. Enfin, c'était essentiellement les 3 éléments. Mais après, on ne pouvait pas l'encoder complètement parce qu'on avait besoin de savoir s'il est vraiment responsable. Parce que si elle a un rôle newsletter avec comme redevabilité de rédiger, de construire, de concevoir et de publier une newsletter, ça veut dire qu'elle a toute autorité en holacratie. Ce qui n'était pas le cas dans la réalité. Dans la réalité, je vous rappelle, elle doit l'envoyer à son rédacteur en chef. Donc, je suis allé voir son rédacteur en chef, Philippe, et je lui ai dit, Philippe, voilà, j'ai compris que Sarah faisait les newsletters, elle te l'envoie. Ma question, c'est, est-ce qu'elle peut avoir complètement autonomie sur la rédaction des newsletters? En d'autres termes, est-ce que tu as besoin de valider? Est-ce que tu as besoin de faire ce que tu fais depuis des années et de modifier le texte qu'elle envoie? Elle me dit, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Surprenant. Non, non, j'ai absolument pas besoin. Elle a toute la compétence et toute ma confiance pour faire ça. Et on se regarde dans les yeux et puis on se rend compte, lui et moi, d'un angle mort dans le management, qui est très classique. Ce n'est pas toujours dans ce cas-là, mais souvent ça arrive pour le faire tous les jours. Depuis 12 ans, je fais ça tous les jours dans les entreprises. Et il y a un angle mort. Et un angle mort parce qu'il faut reconnaître que le management, cette matière qui s'appelle le management, est assez peu outillée, mal instruite, mal définie, mais assez peu outillée. Et ce n'est pas moi qui parle, qui dit ça, je ne fais que de dire ce que certains profs d'école de management sur le management m'indiquent et qui sont très embêtés pour expliquer ce que c'est que le management. Et qu'ils s'en sortent avec plusieurs options en parallèle, mais il n'y en a aucune qui est pareille que l'autre. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une grosse prise de conscience. Je pense que l'holacratie est un miroir impitoyable. Et puis, du coup, on n'a surtout pas encodé, on n'a surtout pas donné naissance à ce rôle rédacteur en chef. Et du coup, maintenant, Sarah avait un rôle newsletter et toute autorité. Elle était accountable. Elle était accountable. Il n'y a personne d'autre au-dessus d'elle pour. Elle était accountable pour rédiger ses newsletters, ce qu'elle faisait. Donc, elle rédigeait ses newsletters. Et puis ensuite, c'est elle qui appuyait sur le bouton. Et puis, avant d'appuyer sur le bouton, comme elle savait qu'elle n'était pas bonne en orthographe depuis CP, cours préparatoire, elle avait repéré des copines qui étaient bonnes en orthographe et elle faisait relire son document avant de l'envoyer parce que les êtres humains ne sont pas idiots, évidemment. Et puis, c'est elle qui envoyait. Et quand vous interviewez ce que j'ai fait Sarah 3 mois plus tard, et je lui dis, mais Sarah, finalement, un peu provoque, je lui dis, mais Sarah, finalement, voilà, Crassy, ça n'a rien changé pour toi parce que tu faisais des newsletters avant, tu fais toujours des newsletters après. Bon, qu'il n'y a pas eu de changement. Elle se marre, elle me regarde, elle dit, t'as rien compris, Bernard. Je ne fais pas du tout la même chose. Oui, mais pourtant, c'est des newsletters. Oui, mais là, maintenant, quand je la fais, je sais que c'est celle que j'ai faite qui va sortir. Et ce n'est pas du tout la même expérience pour elle. Pas du tout, ni pour les clients, by the way. Pas du tout la même expérience. Donc, voilà ce qu'on appelle accountability, ce que j'ai expliqué à notre cher CEO, pour qu'on commence à partir sur des bonnes bases. Quand on parle d'accountability, on ne parle pas de responsabilité. Et puis, je reviens donc à notre CEO, après avoir fait un détour avec Sarah. Et puis, maintenant, on va aller un peu plus loin. Et notre CEO, il était parti pour faire ce que font la plupart des CEO dans ces situations-là, un grand programme de transformation, une stratégie. Donc, il était parti pour lancer une grande stratégie avec un tas de gens, des consultants, un tas de gens. Il lançait une grande stratégie pour changer la culture d'entreprise. Je dis non, non, la stratégie, oublie ça, c'est pas ça qui va le faire.
On ne change pas la culture d'entreprise à coup de stratégie, ça se saurait. La stratégie, je ne sais plus quelle était l'expression de Peter Drucker, qui disait la stratégie, c'est quelque chose que la culture mange à son petit déjeuner. Donc, en fait, si vraiment tu veux changer la culture, ce n'est pas avec une stratégie. Je ne dis pas que l'outil est inutile, hein, mais pas dans ce cas-là. Ce n'est pas le bon outil, en fait, pour changer la culture. Et pour le convaincre, ou pour l'alimenter sa réflexion, je vous raconte une autre histoire qui est arrivée chez lui. Et donc, quand il est arrivé, comme tout nouveau CEO, il a dit, voilà, je voudrais, donc il raconte son histoire, son pitch, sa vision, et puis il invite tout le monde. N'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire directement. Je lirai tous vos mails, dit-il à l'ensemble des plus de 100 000 collaborateurs. Et, et ça part d'une bonne intention. Et puis, il y en a un qui l'a écouté, parce que je connais pas mal de gens de cette entreprise. Il y en a un qui l'a écouté, puis qui lui a envoyé un email. Et il a envoyé un email au CEO en proposant des pistes, des choses vraiment intéressantes, un bon contenu. Et il s'est fait remonter les bretelles, il n'y a pas d'autre mot, violent, hein. Il s'est fait remonter les bretelles par son N+1 et son N+2, puisqu'il était à 3 étages du CEO. Mais remonter grave les bretelles, genre, tu comprends vite dans la culture de l'entreprise que tu n'as pas intérêt à continuer, sinon il va t'arriver des bricoles. Et c'est possible d'y croire à ce truc-là, puisque ces gens-là sont le supérieur hiérarchique d'eux, et que donc il y a un lien de subordination. Donc il peut arriver des grosses bricoles. Je ne vous fais pas un dessin. Et donc, du coup, il a dit, je garde les mails, évidemment, parce qu'en fait, ils ont fait ça par mail. Donc, je garde les mails parce qu'on ne sait jamais. Si un jour ils me virent, j'aurai moins un dossier, on ira au prud'homme gentiment. Et puis, bon réflexe de défense, hein, c'est normal, c'est assez faire. Et puis, décider de ne plus écrire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, pour avoir creusé après, ce que j'appelle les barreaux, parce que finalement, quand on rentre dans la membrane de l'entreprise, on est dans un régime féodal, puisqu'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'état de droit, donc c'est féodal. Vous dépendez du prince, c'est-à-dire, ou des princes, ça dépend. Chaque structure, chaque entreprise a sa structure de pouvoir. Là, donc, il y avait un CEO, et puis après, il y avait une baronnie, il y a des barons. C'est les grands patrons des business lines. Moi, je les appelle des barons, parce que c'est comme ça que ça marche dans le régime féodal. Et puis, c'est la réalité, ce n'est pas péjoratif. Et ils font du bon boulot, ce n'est pas une critique. Bref, les barons du premier étage ont fonctionné tels des anticorps par rapport à ce qui s'est passé et ont fait en sorte que les messages de ce type n'arrivent plus jamais sur le bureau du big boss, du CEO. Et du coup, fort de cette histoire, réelle, hein, il a vérifié, eh bien, je lui ai dit, et si c'était la structure de pouvoir qui créait la culture? Ou en tout cas, et si la structure de pouvoir avait une influence énorme? Parce que quand je dis la structure crée la culture, il y a toujours des gens qui vont profiter de ça en disant « Oh, mais ce n'est pas vrai à 100%. » Ok, mettons, je ne vais pas me voter dessus. Mais en tout cas, je peux vous dire, de par mon expérience, et prenez pas pour argent comptant, mais juste par rapport à mon expérience, que la structure de pouvoir en place, qu'elle soit implicite ou non, elle a une énorme, énorme influence sur la culture. Et, et vous pouvez toujours travailler, comme il est parti pour le faire, sur des comportements individuels. Sans changer la structure de pouvoir, je leur dis, continuez. Vous faites à contre-courant. Si tu continues de vouloir changer les comportements des individus, avec des super programmes, des super consultants, sans changer la structure de pouvoir en place, c'est un leurre. Parce que tu vas faire 3 pas en avant à chaque fois que tu vas faire du coaching et des avancées sur la modification des comportements. Et puis, la structure, elle va faire le reste. La structure de pouvoir, elle va faire 3 pas en arrière. Moi, j'ai appris ça depuis longtemps parce qu'avant de faire ce que je fais, j'ai été aussi coach et médiateur. Et j'ai bien vu que dans mes opérations de coaching, lorsque j'accompagnais quelqu'un, ou médiation, quand j'accompagnais un groupe dans des situations conflictuelles, eh bien, le truc était résolu, mais il fallait que je revienne 2 mois plus tard. Et puis, je revenais 2 mois plus tard, j'ai fait ça une fois, mais il fallait que je revienne encore 2 mois plus tard. Autrement dit, il n'y avait rien de durable. C'est-à-dire que les effets positifs que que la médiation avait apportés ont été immédiatement digérés par la structure de pouvoir qui est en place. Et là, vous faites le parallèle avec la permaculture, c'était une évidence pour moi, c'est pour ça que j'ai créé cet institut de recherche, c'était une évidence pour moi que le coaching, il y en a plein, des coachs, des médiateurs, il y en a plein, je sais faire, j'adorais ça, mais moi, ça ne me satisfaisait pas, ça n'avait pas de sens pour moi. Et donc, j'ai laissé tous mes copains, mais je n'avais pas le choix, mais il y a plein de copains qui font du coaching brillamment et du métier. Et je me suis dit, il y a un métier à inventer, il y a autre chose à faire, c'est de changer, faire la permaculture d'entreprise, de changer la structure de pouvoir qui est en place pour que cette structure de pouvoir crée des comportements vertueux, ceux que tu souhaites. Et donc, du coup, je lui explique ça et je lui dis, mais finalement, la première chose que tu devrais faire, avant de dépenser des sous à faire plein d'accompagnements, plein de formations, parce qu'ils y vont, évidemment, c'est des grands groupes qui ont des moyens,
envisage de mettre le courant dans le bon sens, qui est du bon sens. Envisage de changer et de façon disruptive la structure de pouvoir qui est en place. Ce qui est assez facile dans ton cas parce qu'elle est assez implicite, et de créer une structure de pouvoir qui soit explicite et puis dire à partir de maintenant, c'est cette structure de pouvoir qui est explicite. Et même si tu n'as fait aucun coaching, aucune formation, aucun accompagnement du changement, le simple fait que cette nouvelle structure existe va générer, va renforcer les comportements que tu souhaites. Et donc maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce que tu vas y mettre dans cette structure? Et là, je lui parle, je lui dis, mais déjà, tu as intérêt à partir sur un état de droit, une organisation de droit. Donc, d'utiliser quelque chose qui est au-dessus du management, qui est un méta-management, ce qu'on appelle, le terme exact, c'est un pouvoir constituant. Tu as intérêt à créer un truc qui s'appelle une constitution. Alors, je ne sais pas pourquoi, plein de gens qui sont contre le mot constitution, mais c'est vraiment le sens. Et donc, ils vont utiliser d'autres mots, référentiel, manifeste, etc. Mais en fait, il est essentiel de créer une constitution dans laquelle, dans cette constitution, eh bien, il y a un certain nombre d'ingrédients à mettre et surtout, tu vas créer dans cette constitution des choses, des mécanismes, des nudges, des process, tout ce que tu veux, dont tu es sûr qu'ils vont générer automatiquement, renforcer automatiquement les comportements de accountability et d'empuissancement. Parce que la structure conventionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, elle renforce, et ça vous le démontre quand vous voulez, on va faire une vidéo là-dessus, enfin je crois que j'ai déjà fait une vidéo, je ne sais pas si elle est sur YouTube, elle renforce le comportement de victime. Assez normal à comprendre, moi je l'ai vécu quand j'ai démarré ma carrière, j'étais salarié pendant 3 mois, j'avais des idées, toujours eu des idées, ça fait partie de mes qualités, j'ai plein de défauts, et donc mon idée, j'avais compris qu'il fallait que j'en parle à mon chef, donc j'avais un chef de département, Jean-Marc, je me rappellerai toujours à vie de ce garçon, j'aime bien, mais franchement, j'ai souffert. Donc je lui propose mon truc à Jean-Marc, et puis il me dit non, c'est idiot. Le mec, il avait 50 ans, donc il savait tout sur tout. Enfin, pas le donc, mais il y a beaucoup de gens. Enfin, en tout cas, lui, il avait 50 ans et il savait tout sur tout. Enfin, c'est la perception que j'en avais. Et puis, voilà. Donc, comment voulez-vous que je me sorte, moi? Moi, j'y croyais à mon truc et on m'explique que ce n'est pas possible. Je n'ai même pas compris les arguments parce qu'il n'en avait pas. Il jouait son expérience et le fait qu'il y avait 50 balais. So what? Et du coup, je ne m'en suis pas resté là parce que sinon, j'étais parti pour déprimer. Donc, je suis allé voir son boss à lui pour voir comment ça marche, les pyramides. Je suis allé voir son boss, Maxime, je me rappelle très très bien. J'ai invité à mon mariage. Maxime, pas Jean-Marc. Et Maxime, je lui raconte l'histoire et puis il me dit, ah, c'est une super idée. Ah, ben, je lui dis, ah, ben, chouette, je suis content que tu sois d'accord avec ça, je vais pouvoir le faire. Parce que j'allais chercher une validation, évidemment. Parce que j'avais bien compris que j'étais salarié. J'étais salarié à l'époque. J'avais un contrat signé, un contrat de travail. Et du coup, je dis à Maxime, ah, super, ben, je lance ça là tout de suite. Il me dit, attends, Bernard, il faut que je t'explique un truc, il faut d'abord que tu le vendes à Jean-Marc. Je lui dis, OK, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et donc, t'en profite pour te dire tout de suite, moi, je ne vais pas jouer à ça longtemps et je lui ai remis ma démission parce que pour moi, c'était inenvisageable. Donc, on avait besoin d'avoir une structure passer à une structure de droit qui passe par une constitution. Et dans cette constitution, on va pouvoir y intégrer tous les ingrédients permettant l'empuissancement et l'accountability. Et tous les comportements qu'il voulait, parce qu'il avait travaillé sur des comportements. Donc, et tous les comportements qu'il voulait, on va pouvoir les intégrer dans une. Ça, c'est tout l'art de créer, moi j'adore ça, c'est tout l'art de créer, designer un pouvoir constituant. Et c'est vrai que je commence à avoir pas mal de bagages parce que ça fait 12 ans que je travaille sur une constitution qui est probablement la plus aboutie au monde que je connaisse, insuffisante, certes, et qui est la constitution Holacracy. Ça fait 12 ans que je bosse dessus avec Brian Robertson. Donc, et donc, voilà. Et donc, on continue sur ce sujet-là, toujours avec notre CEO. Et puis, on regarde la pyramide. Parce que je lui dis, mais la pyramide, il y a quand même une pyramide, ils ont un organigramme. Cette pyramide, on ne peut pas la nier. Elle existe. Elle n'existe pas pour rien. Et c'est vrai qu'une pyramide, dans une entreprise, elle n'existe pas pour rien. En fait, elle a deux fonctions. La première, c'est la manifestation du lien de subordination. Vous savez, les pyramides en râteau. Alors maintenant, il fait ça en PowerPoint, mais c'est pareil, avec les strong lines ou les dotted lines quand il y a des grands groupes, parce qu'il y a plusieurs dimensions, mais il y a toujours une strong line, c'est la ligne de commandement, c'est la ligne hiérarchique. Bien, si tu regardes ta strong line, tu regardes le gars qui est au-dessus, c'est ton responsable hiérarchique. Au moins, ça donne un support visuel pour te rappeler, si tu l'avais oublié, quel était ton responsable hiérarchique. Donc ça, c'est une des raisons de la pyramide. Et la deuxième raison, c'est que, eh bien, elle est utilisée très souvent pour donner un semblant, une illustration très parcellaire, peu profonde, très superficielle de l'organisation du travail. Et qu'effectivement, dans le râteau, tu vois, il y a marqué atelier de production, Bernard-Marie, machin. Bon, en gros,
On comprend que lui, là au-dessus, c'est notre responsable hiérarchique. Et on comprend aussi qu'on constitue une équipe qui s'appelle l'atelier de production. Donc, c'est deux. Du coup, on est parti de là parce qu'il faut, si vous voulez faire avancer les choses, il faut partir de la réalité. Ce que les gens souvent nient, la réalité. On ne peut pas la nier. Si vous voulez vraiment transformer quelque chose, on ne peut le faire qu'à partir de la réalité. Ça ne peut pas être autrement. C'est du bon sens. La réalité gagne toujours. Et donc, on se dit, OK, on va s'occuper de la question du lien de subordination et puis on va s'occuper de l'organisation. Sur la question du lien de subordination, on a envisagé plusieurs hypothèses. La première, évidemment, quand on voit les effets pervers, il y a plein d'effets positifs au contrat de travail. Hein. Tout le monde n'a pas la maturité pour, etc., etc. Enfin, actualisé en tout cas, potentiellement, sûrement oui. Mais... Et puis, il y a des effets pervers, parce que c'est sûr que, je vous ai expliqué mon histoire là, avec Maxime et Jean-Marc, ou Sarah, tant qu'il y a un lien de subordination, je ne peux pas être responsable, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas être accountable. Et du coup, on a envisagé la possibilité qu'il n'y ait plus de contrat de travail. Bon, et on a mis ça dans un projet pour plus tard, pour beaucoup plus tard. En tout cas, c'était son sentiment. Parce que le contrat de travail reste quand même l'outil de base, qui est pourtant vieux. Hein, il a été créé pour le management qui était pour le management hiérarchique inventé par Fayol et Taylor, hein, propulsé par Ford. Hein. C'était inventé pour ça, parce que ça va ensemble. D'accord. Sinon, tu peux gouverner. Tu ne peux pas gouverner les gens si tu n'as pas un lien de subordination. Il faut bien comprendre d'où ça vient. Donc, c'est sûr que plus on va avancer vers de nouveaux modèles, plus on va remettre en cause le lien de subordination. Le lien de subordination et contrat de travail étaient utiles pour le management d'avant, mais si on change vraiment radicalement la façon de manager l'environnement de travail, à ce moment-là, on peut imaginer, c'est pas, même si on ne sait pas concrètement comment, mais si on change vraiment, on peut imaginer qu'on va inventer de nouvelles choses. On ne va pas faire moins bien que Fayol, Taylor et Ford quand même. Du coup, on a gardé les contrats de travail. Et donc, la question, c'était maintenant comment est-ce qu'on peut circonscrire le lien de subordination. D'abord, le nommer. Parce que dans les entreprises, le mot hiérarchie, il utilise un peu à tort et à travers. Et les gens ne savent pas, en fait, que le mot hiérarchie, il vient le responsable hiérarchique qui vient du contrat de travail. Et du coup, la première chose, c'était de rendre explicites les choses. Et non seulement de les rendre explicites, et après de circonscrire ce lien de subordination dans un contexte différent. Et finalement, de voir l'entreprise, donc c'est simple comme ça, ce n'est pas beaucoup plus compliqué quand on passe à l'acte, hein, mais de circonscrire, de se dire simplement, en fait, dans une entreprise, quelle que soit sa taille, il y a deux natures de travail. Il y a le travail, le business. Quoi. Si vous êtes Michelin, le travail, et ce n'est pas Michelin, mais si vous êtes Michelin, le travail, c'est de faire des pneus, il y a des usines, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le business. Si vous êtes… Et puis, il y a par ailleurs une autre nature de travail, c'est que pour faire ce business, ces activités opérationnelles, il y a besoin d'êtres humains. Tout n'est pas robotisé, il y a besoin de beaucoup d'êtres humains. Et donc, du coup, il y a un autre business qui n'a rien à voir avec le premier, qui pourrait être externalisé d'ailleurs. Pourquoi pas? Et il y en a plein qui le font maintenant. C'est comment est-ce qu'on fait pour avoir le nombre de ressources, j'aime pas ce mot-là, mais la réserve, le pool de personnes en quantité, en qualité et en engagement suffisant pour pouvoir faire tourner notre business. Et ce qu'on a traditionnellement, c'est l'ARH, même si le mot doit changer probablement, ou change probablement dès qu'on voit les choses comme ça. Donc, il y a un travail qui est de recruter, qui est de payer, qui est de rémunérer, qui est d'évaluer, qui est de former, qui est de… Donc, toutes les fonctions RH qui existent parce qu'il y a un contrat de travail, mais au centre, il y a une relation contractuelle entre un employé et un employeur. De la même manière qu'il y a une relation contractuelle entre l'entreprise, Michelin ou une autre, et puis ses clients. C'est la même chose, sauf que le droit n'est pas le même. D'un côté, vous avez le droit commercial pour les clients externes, et puis pour les employés, avec le contrat de travail, vous avez le droit du travail. Et du coup, voilà. Et voilà comment c'est parti. Est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Non. Est-ce qu'on gagne en clarté et en circonscrivant et en évitant ou en limitant les effets pervers inhérents aux liens de subordination qui déresponsabilisent par nature pour permettre par ailleurs de construire plus de responsabilités? On est en bonne voie. Rendez-vous dans quelques années parce que tout ça, ça ne se fait pas en 5 minutes. Et donc, on voit bien les progrès. Donc, on peut vous dire que ça progresse pour les cas clients qu'on accompagne. Est-ce que c'est la panacée? Quels sont les obstacles qu'on va rencontrer? Est-ce qu'il y a des limites? On verra. Mais en tout cas, c'est une voie que beaucoup d'entreprises que nous avons accompagnées ont choisi. Et puis, on revient maintenant. Donc, voilà la façon d'adresser le lien de subordination. Puis après, il reste l'organisation du travail. Comment faire une organisation du travail avec un état de droit comme dans la ville? Ça, c'est simple. On parle de ville. Et d'ailleurs, la ville, c'est une bonne métaphore. Parce que dans une ville, il y a un boulanger, il y a un charcutier, il y a plein de petites boutiques. Chacun est patron, enfin, boulanger, patron, charcutier, etc. Et du coup, ils n'ont pas de chef, ces gens-là. Et ça marche bien. Chacun
Et imaginez que, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourrait voir une entreprise, comme un écosystème. Hein, on oublie 2 minutes la partie RH, comme sur la partie activité, un écosystème dans lequel chacun a des petites entreprises. Comme Sarah, elle a une entreprise qui s'appelle Newsletter. C'est une micro-entreprise, certes, mais c'est une entreprise puisqu'elle est accountable. Et une entreprise, elle a des clients et elle a des fournisseurs, comme toutes les entreprises. Elle est dans une posture de créer de la valeur, plurielle, création de valeur, potentielle création de valeur. Donc, elle est exactement dans la même configuration qu'une ville. Et c'est ça, on ira plus loin si vous souhaitez pendant les questions. Et du coup, là, on commence à toucher du doigt le fait que l'entreprise est un être vivant. Alors, on revient sur les trucs qui sont à la mode avec la notion de raison d'être, mais je ne vais pas du tout parler de la raison d'être de la loi Pacte parce qu'on utilise ce mot et on va le changer parce qu'il a un champ sémantique beaucoup trop large, notamment avec la loi Pacte. Il y a autant de champs sémantiques qu'il y a de personnes qui en parlent. Enfin, j'exagère à peine. Et avant de ça, on va quand même poser quelque chose, c'est qu'il y a une grosse confusion. Alors, toujours la même chose, hein, prenez pas pour argent comptant ce que je raconte. Mais il y a une grosse confusion. Tout le monde dit que les entreprises sont vivantes, mais quand tu creuses, en fait, on ne dit pas la même chose. Moi, quand je dis qu'une entreprise est vivante, je suis en train de dire que dans le champ de l'entreprise, il y a plusieurs choses. Il y a l'individu, il y a plusieurs systèmes. Il y a l'individu. Chaque individu est un système en soi. C'est un être humain, etc. Il y a ensuite l'ensemble, le collectif, le corps social, avec la communauté des personnes qui y vivent et qui y travaillent. Alors, il y a des sous-communautés, etc. Mais globalement, voilà, c'est de ça dont je parle, avec ses croyances. Il y a des croyances. Le corps collectif qui a des croyances. Il y a une opinion publique qui est différente des opinions personnelles des gens. On sait ça, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, qui vivent et qui travaillent pour cette organisation. Et puis, il y en a un autre. Il y en a un troisième. Il y a un troisième système qui est l'organisation elle-même. L'organisation est vue comme un être vivant. D'ailleurs, c'est une personne morale. C'est un être vivant qui n'est pas dans le visible, dans le champ du visible. Enfin, aujourd'hui, en 2021, la plupart des êtres humains sur la planète Terre savent que tout ce qui existe n'est pas forcément visible et que le non visible est bien plus important que le visible. C'est démontré scientifiquement. Donc, allons-y. Pourquoi ne pas en parler, puisque c'est plus important en plus. Et donc, il y a un truc non visible qui s'appelle l'organisation elle-même. Et l'organisation est un être vivant, certes, qui ne fait pas partie de l'espèce humaine, mais on devrait quand même y être habitué parce que là, quand je me retourne dans mon jardin, je vois il y a des arbres, il y a un faisan, donc il y a des animaux. Donc, il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. Il faudrait maintenant peut-être changer notre croyance de croire que tout doit être centré sur l'humain. Et d'ailleurs, à force d'y croire, et tous les bons dirigeants disent « Oui, moi, je veux une organisation qui soit centrée sur l'humain, tournée sur l'humain. » Non, 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 non. C'est bien parce qu'on pense comme ça que la Terre entière, elle a quelques difficultés. Il n'y a pas que les humains sur Terre. Non, non. Le seul truc sur lequel on a intérêt à se centrer, c'est la vie. La vie qui inclut tous les êtres vivants, dont les êtres humains, et la vie. Et dans l'entreprise, il n'y a pas que des êtres humains. C'est une grosse erreur. C'est une croyance souvent implicite ou explicite, sous-jacente, qui limite les choses. Et du coup, l'organisation elle-même, elle existe. C'est un être vivant doté de sa propre identité. Et donc, puisqu'elle existe, elle a sa propre identité. Elle a sa raison d'être, mais raison d'être évolutionnaire à elle. La raison d'être, c'est pas la raison d'être évolutionnaire, c'est pas la raison d'être de l'OPAC, c'est pas ce dénominateur commun que toutes les parties prenantes, environnement, enjeux sociaux, sociétaux, etc., embrassent avec l'entreprise. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas ça du tout, en fait. C'est que l'entreprise existe par elle-même, de la manière que vous et moi, on a chacun notre raison d'être, notre potentiel créateur de valeur avec un S, que c'est la définition qu'on propose en holacratie depuis 12 ans. Voilà. Et du coup, si je reviens à mon écosystème, c'est facile de comprendre que le boulanger, le charcutier, ils ont leur propre raison d'être créatrice de valeur. Et donc, Sarah, dans son rôle de newsletter, le rôle a sa propre raison d'être créatrice de valeur plurielle. Et donc, en fait, on se retrouve avec un écosystème où chaque rôle dans cet écosystème, chaque cercle, a sa propre raison d'être créatrice de valeur et que donc l'ensemble de la raison d'être cette notion, elle est fractale. La question, c'est pas… Bien sûr que c'est important que l'ensemble soit aligné sur la raison d'être de l'entreprise, bien sûr, puisqu'on est tous payés par l'entreprise, donc on est au service de l'entreprise, c'est évident. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il, parce que c'est vivant l'entreprise. Donc, si on pense qu'il faut simplement aligner tout le monde sur la raison d'être de l'entreprise, on est encore dans un modèle pyramidal. Et donc, ça ne marche pas. Et bien sûr, il faut ça. Et il faut aussi qu'on ait en fait un écosystème qui permet de laisser s'exprimer la raison d'être de chaque rôle, puisqu'en fait, la raison d'être, comme tous les systèmes vivants, elle est fractale. Elle est vraie au niveau du rôle, elle est vraie au niveau du cercle, elle est vraie au niveau du cercle qui contient le cercle, du cercle qui contient le cercle, qui contient le cercle, qui contient le rôle, et elle est vraie au niveau de l'ensemble de la membrane juridique de l'entreprise, à savoir l'entreprise.